Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. On se retrouve aujourd'hui les gars pour le débrief du match de 16e de finale, 8e de finale de Coupe du Roi les gars. Une victoire massacrante, écrasante, 5-1 du Barça face au Real Betis. Et croyez-le ou non les gars, 5-1 c'est très réducteur de ce match. Selon moi, ça aurait pu au moins être 8-9-1 avec toutes les occasions, le poteau, des arrêts du gardien, des hors-jeux limite, ça aurait pu être encore plus les gars. Donc le flickball du début de saison, est de retour suite à un classico de feu qui était passé à ça de l'élimination si ce n'était pas du carton rouge. On surenchérit, on réitère avec une autre manita. 5-1 les gars. On va voir ensemble le débrief de ce match, les points positifs, les points négatifs. Je sais même pas s'il y a de points négatifs, les gars. Bon, comme on en a l'habitude, prenons les points négatifs en premier, on va les mettre de côté. Honnêtement, s'il faut souligner des joueurs pour donner des points négatifs dans ce match, j'en ai littéralement 0 à donner. J'ai l'impression que c'est une masterclass de tout le monde. Même Gérard Martin, les gars, aujourd'hui, qui m'a impressionné, qui m'a montré de belles choses. On a vu de belles choses de lui aujourd'hui. Donc, sincèrement, le seul point négatif que je vais mettre aujourd'hui, et ça va être fini tout de suite pour le segment point négatif, c'est vraiment de donner un penalty, c'est-à-dire la faute de Koundé et qu'on n'arrive pas à avoir un clean sheet. Mais à part ça, les gars, c'est même pas une tâche sur le match de Jules Koundé parce que le match de Jules Koundé est XXL. Que ça soit offensivement, défensivement, on l'empêche d'avoir son doublé alors que bon, il n'y a pas eu de vérification vidéo très claire sur le deuxième but de Jules Koundé. Il était peut-être pas au jeu et défensivement, il était un rock. Tout le monde a été solide, donc c'est vraiment le bémol du penalty, mais ça vient pas entacher le match de Koundé. Pour moi, c'est une prestation parfaite de tout le monde. Donc, c'est vraiment le seul point négatif que je peux donner. Bon, peut-être un deuxième qui serait, je sais pas... En fait, rajoutons-en deux, vous allez comprendre là. L'absence de Chesney sur ce match et la non-convocation de Ansu Fati, les gars. Après avoir regardé ce match et tout au long du match, en voyant tous les espaces qu'on avait, comment ne pas se dire que ça aurait été un match parfait pour la confiance du Ansu? Comment ne pas se dire que ça aurait été parfait pour lui de revenir en force, peut-être même aller se prendre un but, juste prendre du rythme, prendre de la confiance, prendre du game fitness et tout, les gars, ça aurait été parfait pour lui. Malheureusement, il n'est pas convoqué. Hansi Flick qui a déclaré avant le match que depuis sa blessure au pied, Ansu Fati a de la difficulté à revenir au top niveau. On n'a pas revu le niveau qu'il avait en pré-saison. C'est très triste, les gars. Je sais pas si je ferai une vidéo sur son cas, mais moi, je vais toujours avoir confiance en lui. Je connais le niveau d'Ansu Fati. Je sais qu'un joueur ne devient pas nul du jour au lendemain. Ansu Fati n'est pas devenu nul après ses croisés. Il était revenu quand même bien. Seulement là, c'est peut-être un problème de confiance qui est là en ce moment. Donc il y a vraiment la non-convocation de Fati et j'ai pas compris personnellement pourquoi Chesney ne joue pas à la Coupe du Roi. Si on l'a acheté, c'est bel et bien pour venir en suppléance de Marc-André ter Stegen qui a souffert d'une blessure de fin de saison. Mais pourquoi ne lui attribuons-nous pas la Coupe du Roi au complet, les gars? Normalement, la logique veut au Barça que le premier gardien joue Ligue des Champions, le deuxième gardien joue Copa, Supercoupe. Donc ça fait des matchs pour le deuxième. Si maintenant on a établi que Chesney est deuxième, qu'Iñaki Peña est premier, d'autant plus que Chesney a joué le premier match de Copa face à Barbastro, pourquoi il n'enchaîne pas? Pourquoi il joue la Copa un match, il joue la Supercoupe les deux matchs, mais pas la suite de Copa. Bon, est-ce que c'est à cause du carton rouge qui s'est pris que Flick le met une punition? Parce que, soulignez les gars, qu'il n'était même pas sur le banc, il n'était pas convoqué, il était dans les estrades avec les ter Stegen, les Inigo et tout ça. Donc, est-ce que c'est une petite punition de Flick par rapport au rouge? Est-ce que c'est parce qu'on a enchaîné beaucoup de matchs de suite, beaucoup de voyages, qu'on a joué 2 fois en 3 jours et tout? Est-ce que c'est une petite issue santé? On sait pas, mais à voir pour le prochain tour de Coupe du Roi, je sais pas si on verra encore Iñaki Peña ou on verra Chesney, parce que si on me dit que la saison de Chesney est terminée parce que la Supercoupe est finie et que Peña devient premier en Ligue en Copa, et ben Chesney sera venu pour jouer 2 matchs et demi avec le Barça. C'est un peu bizarre. Bon, ça reste à voir les gars. Maintenant abordons ce match-ci et tous ses points positifs. J'ai été satisfait de tout le monde aujourd'hui les gars. Olmo en 9 / en faux 9,
9, ça a été une belle idée. C'était quelque chose qui était envisagé dans ma tête et je pense par Flick depuis un petit moment. Et je trouve que c'était le moment idéal pour le tester. C'est vrai que bon, c'est au détriment d'Ansu Fati, au détriment des Pau Victor et des autres attaquants, mais c'était une bonne opportunité de le faire et on a eu de très beaux résultats. Regardez la différence, observez la différence quand on a un 9, c'est-à-dire quand on a 10 joueurs sur le terrain qui sont capables de jouer au ballon versus quand on a Lewandowski. C'est vrai que Lewandowski nous garantit des buts, il nous garantit de peser sur la défense et tout, il fait un travail d'un 9, mais quand c'est un joueur comme Daniel Olmo qui joue, regardez les gars la fluidité du jeu, les combinaisons qui se font, on est capable de manier le ballon dans toutes les zones du terrain, il n'y a aucun joueur qu'on se dit que non, vas-y, si on lui donne, ça va être chaud et tout le monde. Donc c'était on a une bonne nouvelle option maintenant, dans certains matchs, ce sera possible de faire jouer Olmo en 9, il fait un 9,5, je pense même qu'il est capable de plus jouer en tant que 9, et même s'il descend, on a Rafinha qui est capable de plonger dans son dos. Je me pose même la question, est-ce que Rafinha peut pas jouer en 9? Les gars, les qualités de finition qu'on voit de Rafinha, et ses qualités d'appel, son jeu de tête et tout, peut-être qu'il n'aura pas le jeu dos au jeu, mais qu'est-ce qui nous empêche de croire que Rafinha peut pas évoluer en tant que 9? Et si là je me projette les gars, si jamais le Barça décide d'aller sur Nico Williams l'année prochaine, de voir un Rafinha beaucoup plus axial, un Nico à gauche, Lamine à droite, Lewandowski qui va beaucoup plus tourner, etc. On peut très bien voir ça aussi les gars. Donc c'était une bonne chose de voir Daniel Olmo qui n'est pas buteur aujourd'hui mais qui est décisif 2 fois, 2 passes décisives pour lui aujourd'hui, donc un très bon match. C'est pas que lui qui a fait un bon match les gars, c'est vraiment tout le monde. Je suis en train de penser à tous les joueurs qui ont foulé le terrain, même les entrants, que ce soit Ferran, le Tiburon qui marque dès son entrée, Pau Victor qui a fait de bons petits trucs, j'aurais aimé, bon c'est dommage il n'a pas eu de but, il a toujours pas marqué à part son but bizarre contre Osasuna. On a hâte de voir son premier but avec le Barça. Pablo Torres aussi qui est entré, qu'on a vu de belles petites choses. Fermin qui fait du bon jeu. Frenkie de Jong les gars qui a joué son premier match plein de la saison, si je me trompe pas, qui a fait un très très bon match. J'ai vu quelques petits passes ratées de sa part. J'ai même vu le public le huer lorsque des fois il essayait de trop vouloir retourner vers l'arrière. Je crois qu'il a bien entendu ce qui s'est passé et il a commencé à jouer très vertical à partir de ce moment. De très bonnes séquences que j'ai vues de sa part. C'est très dommage que sa passe décisive pour Lamine Yamal ait été annulée pour hors-jeu, mais ce sont des choses qu'on n'oublie pas dans un match. Ça fait que ça reste dans les esprits, ça reste dans la confiance pour avoir fait un bon match. Donc c'est un très bon match de Frenkie de Jong aujourd'hui. On voit que par contre qu'il n'est pas très encore serein sur sa cheville. Vous voyez ces petits jeux d'extérieur du pied, toujours son extérieur qu'il aime trop, avec son pied droit contrôler et tout, contourner les joueurs. Il n'est pas encore très à l'aise avec ça parce que sa cheville, bon, il l'a dit dans une entrevue qu'il n'était pas encore très confiant sur son pied, sur sa cheville, qu'il jouait encore avec à demi-mesure. On le voit un peu, mais quand même, on a vu des percées, des bris de ligne de sa part, balle au pied. Ça a été très bien de sa part. Moi, j'ai bien aimé son match. Je trouve qu'il revient bien. C'est une bonne manière de mettre la pression sur le milieu de terrain, essayer de gagner sa place parce qu'on a joué sans Casado aujourd'hui. On n'a pas trop remarqué son absence parce que Frenkie de Jong était vraiment en 6 aujourd'hui. On a vraiment joué un 4-3-3. Donc, on avait Gavi et Pedri qui étaient un peu plus élevés. Gavi un peu plus haut que Pedri et de Jong vraiment en 6 qui venait aider à la relance les défenseurs, qui brisaient, qui montaient le ballon et tout. Sur les phases de position offensive, de Jong restait un peu plus derrière, vraiment comme Busquets à l'ancienne, qu'il était vraiment sentinelle. Donc on a vu ce De Jong-là aujourd'hui, il a bien fait le travail. Peut-être un peu plus de tempo dans son jeu nécessaire, mais je pense qu'il va monter en puissance. Je pense que cette Coupe du Roi va être très très pertinente pour lui. Ce sera peut-être un environnement où il va beaucoup plus jouer. C'est un tournoi qui va être important pour lui à niveau personnel de gagner des minutes, gagner de la confiance, gagner du sharpness en match, reprendre confiance sur sa cheville et tout. Donc je suis quand même très content de son match les gars. On va aborder vite fait les buts. Les buts ils étaient tous plus beaux l'un que l'autre. Je sais pas si vous remarquez les gars, on prend du plaisir comme en début de saison avec le Barça. Le premier but qui est une combinaison, un jeu collectif de malade. Gavi qui marque. Les gars, un mot pour Gavi aussi les gars, on réalise pas beaucoup. Gavi est revenu, je pense qu'il confirme là. Il confirme qu'il est revenu à son plus haut niveau après les croisés et ça fait que 2 mois qu'il est de retour. 2 mois après une absence de 1 an et il est au retour au niveau. C'est vrai que Gavi, c'est un joueur qui était très jeune, il s'est fait les croisés à 19 ans. Et plus on se fait les blessures jeunes, plus on guérit. Mais quand même, l'impact mental que ça a sur un joueur, sur un humain, sur la psychologie de quelqu'un, de se faire les croisés, de devoir revenir. Lui, il revient comme si on dirait qu'il a seulement été blessé quelques semaines musculairement. Là, non, il est de retour, il va au contact, il n'a pas peur et tout. On retrouve vraiment Gavi d'avant. Donc c'est quelque chose de très, 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 très positif. Pour revenir sur les buts, les gars, on a eu l'ouverture de Gavi. Ensuite, il y a eu le poteau
poteau de Olmo qui aurait pu être une autre belle chose. Ça me permet de parler de la distribution de Gérard Martin. Comme je l'ai souvent dit dans les débriefs, les gars, Gérard Martin, il a les qualités qui sont les défauts de Baldé. Vous voyez sa distribution dans la surface, que ce soit sur le but, pas sur le but, que ce soit sur le poteau d'Olmo ou sur d'autres actions. Ces centres tendus à rater, en retrait, en deuxième vague des attaquants, c'est ça qu'on a besoin souvent, que Baldé n'arrive pas à faire. C'est vrai qu'il l'a fait récemment quand même assez souvent, en Supercoupe notamment, sur le but de Gavi, sur des occasions en finale contre Madrid et tout. Mais le jeu de Gérard Martin est vraiment naturellement, il tend vers jouer de cette manière. Donc c'est quelque chose de positif. Si Gérard Martin est capable de s'améliorer, si Gérard Martin est capable de bien jouer, d'avoir une courbe de progression quand même, on va dire grande, il peut être pertinent. Il peut, je dis bien il peut, je dis pas qu'il est bon en ce moment et tout. C'est quand même, c'était le plus faible de l'effectif, mais il a fait un bon match. Donc les gars, on continue sur les buts. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu la merveille de Jules Koundé, les gars. Jules Koundé qui nous sort une demi-volée, je sais pas, ça me fait penser à Wayne Rooney, je sais pas pourquoi. La gestuelle qu'il a fait, bon, une passe magnifique de Lamine Yamal, c'est 2-0. Il y a eu le 3-0 qui était, bon, ça aurait été un doublé de Jules Koundé, mais il est sifflé hors jeu. Bon, on va pas revenir sur ce hors jeu-là, on a gagné, mais pour moi, il n'y a pas eu assez de vérification. Sur l'image qu'on nous montre, on voit pas s'il est bien, bel et bien hors jeu. C'est vrai que c'est une technologie automatique, donc normalement, elle se trompe pas. Mais on a vu qu'elle s'est déjà trompée. Donc, il faut qu'on nous montre plus d'images, qu'on assure le hors jeu, les gars. Que l'arbitre aille voir la vidéo, qu'il prenne des décisions. C'est pas grave au final. On part à la mi-temps 2-0 et on revient et on enchaîne. Les changements qui sont rentrés aujourd'hui n'ont pas du tout fait baisser le rythme du jeu. Ferran Torres qui entre. Il y a d'abord eu Ferran Torres qui est entré, Eric Garcia qui est entré, Araujo qui est sorti, qui a fait un très très bon retour. Son match d'aujourd'hui, les gars, sa distribution, pour moi, j'ai pas senti un joueur qui est faible à la relance aujourd'hui. Au contraire, j'ai vu un Araujo qui est très pertinent à la relance, que ses passes tendues sont, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont à la puissance parfaite pour qu'un défenseur ne l'intercepte pas et pour qu'elle soit pas compliquée pour que ce soit Koundé, Lamine ou un milieu lorsqu'il la donne. Il s'est très très bien amélioré et il revient très bien. Notamment, les gars, petite dédicace à la petite nouvelle qui nous dit que Araujo a renouvelé son contrat, donc il sera avec nous non seulement jusqu'à la fin de la saison, mais pour de nombreuses années, les gars. Il a renouvelé, je sais pas pour combien d'années, on en parlera dans l'actu, mais très très bonne nouvelle. Je m'éparpille encore, les gars, pour la suite. Les buts, on a plein de hors-jeu. Lamine Yamal qui était frustré, qui jouait vraiment jusqu'à marquer son but, et dès qu'il marque, il sort. Il y a eu le but de Lamine justement où De Jong le sert, resté hors jeu. Après, Lamine a réussi à marquer sur une belle ouverture de Fermin. Dès qu'il a marqué, il est sorti. Pablo Torre a pu entrer, Pau Victor a pu entrer. C'était à la fin beaucoup de gestion, mais on a quand même réussi à être offensif. Le Betis qui a vraiment eu un non-match aujourd'hui, et comme on l'a dit au début, ça a terminé sur le penalty qui est venu un peu enlever le match parfait. Selon moi, ça aurait été un match parfait sinon. Un 5-0 sans occasion, des belles parades de Peña, un jeu au pied qui commence à être beaucoup plus confiant de Peña. Il donne des instructions. À un moment, j'ai une action en tête où il y a De Jong qui vient chercher entre les deux défenseurs. Peña qui lui indique de pousser, de reculer, c'est-à-dire de monter entre les deux défenseurs, et il lui distribue, et ça lance une attaque. Notamment, d'habitude, Peña, il est tout le temps en train de jouer latéral. Là, il commence à prendre de la confiance. Il joue dans l'axe, il donne des instructions, il prend de la confiance en tant que gardien de but. C'est très très bien, les gars. Donc c'était un peu ça, les gars, pour le débrief. Un match digne du football de ce début de saison. Un match où j'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis sûr que vous aussi, les gars. Demain, le Real Madrid affronte le Celta Vigo. Ça va être un très beau match. Je pense que ça va être relevé parce qu'avec le niveau du Real, le fait qu'on vient de les gifler en Supercoupe, c'est vrai qu'Mbappé a repris des jambes, mais le Celta qui est une bonne équipe, c'est vrai qu'ils ont souvent, contre le Real, c'est plus contre le Barça qui se réveille, le Celta, mais ce serait une bonne opposition demain. Hâte de voir ce match. Je vous invite, les gars, à me suivre sur les réseaux sociaux. On peut les voir à l'écran, vous pouvez me suivre. C'est un très 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 bon match. Je pense qu'on a la capacité, c'est déjà les quarts de finale par la suite, on a la capacité de gagner cette coupe, les gars. Donc oui, c'est ça, suivez-moi sur les réseaux sociaux, ils sont à l'écran. Je vous dis à très vite pour la suite. On se retrouve très bientôt, et comme on le sait tout. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!